vous ai très rapidement parlé de Squarescale tout à l'heure. Mon but n'est pas, je suis pas du tout venu pour vous vendre du produit, mais pour vous expliquer un petit peu le contexte. Je vous avais dit, en fait, on est un éditeur logiciel qui fabrique un outil d'automatisation de conception de stacks d'hébergement divers et variés sur des IaaS providers. Les types de stacks qu'on déploie sont fondamentalement des stacks HashiCorp, donc on va avoir du Nomad, du Consul, du Vault, etc. qui sont déployés dessus. Et on s'est retrouvé avec un certain nombre de problématiques de sécurité qu'on a dû adresser dans ce contexte-là pour pouvoir gérer en fait les accès de nos utilisateurs. Je vais vous en parler un petit peu après. Avant ça, notre menu aujourd'hui, donc je vais vous parler rapidement, petite histoire de sysadmin, parce que ça fait 25 ans que je fais ça et j'ai eu le temps de largement voir le métier beaucoup évoluer avec les années. Donc je vais vous parler un petit peu de comment c'était dans ma jeunesse. Je vous parle une toute petite introduction à l'IAC. On va vous parler un petit peu de la stack HashiCorp. Je vais vous faire une première introduction sur la partie Zero Trust qui sera complétée donc par le talk de Willy. Ensuite, je vous parle de notre problématique et de vôtres. En 2001, pour être exact, j'étais un petit sysadmin chez un petit éditeur logiciel. J'étais spécialisé en environnement Linux et en petits réseaux de bureaux divers et variés. Et à cette époque-là, on faisait beaucoup de choses à la main. Le concept d'automatisation dans le monde des infrastructures était quelque chose qu'on voyait extrêmement peu, voire pas du tout à l'époque. Et notamment, on avait des logiques de déploiement qui étaient complètement manuelles, qui se faisaient avec un dossier spécifique, avec un post-it, avec le mot de passe de chacune des machines sur lesquelles il fallait se connecter pour aller déployer la solution, etc. Au bout d'un moment, on a commencé à héberger des machines de clients qui nous faisaient aussi pareil, des dossiers avec le petit post-it de leur mot de passe de leur serveur. C'était une catastrophe. On avait une logique de délégation de responsabilité, mais derrière, on avait accès à tout, c'était extrêmement mauvais. Et à cette époque-là, j'ai été amené à développer donc un certain nombre de petits outils de plus ou moins automatisation qui étaient principalement à base de script Perl, ceux qui ont déjà entendu parler de ça. Et on a monté une petite solution permettant en fait à nos utilisateurs de ne pas avoir besoin de nous fournir les mots de passe. Ils rentraient les mots de passe dans un système qui était complètement externalisé et on avait un outil après derrière qui récupérait les mots de passe et qui se connectait dessus. Ça permettait de ne pas avoir besoin de manipuler en fait les concepts de mots de passe. Et en fait, sans s'en rendre compte à l'époque, il y a plus de 20 ans maintenant, on était déjà dans les premières prémices du Zero Trust, des modèles Zero Trust. Ça, c'était mon clavier que je me travaillais dans les salles techniques à l'époque. C'est vraiment celui-là. Par la suite, dans l'évolution donc du monde des infrastructures, ceux qui sont là depuis suffisamment longtemps savent que, en fait, on a beaucoup d'éléments d'automatisation qui ont commencé à arriver sur le marché. En premier temps, avec tout ce qui était config manager. Donc, on avait du CF Engine à l'époque. Ensuite, on a eu du Puppet, on a eu du Chef, etc. L'objectif, en fait, était fondamentalement de représenter, sous forme de code, sous forme de manifeste, les modèles d'infrastructure qu'on voulait déployer. Et comment on allait les déployer. Cette logique-là était assez peu standardisée. Il y avait plein de technologies, plein d'approches, il y avait plein de périmètres qui n'étaient pas couverts, etc. Mais le marché a évolué progressivement pour arriver à des outils ultra modernes que vous connaissez aujourd'hui, comme par exemple Terraform, qui est un peu l'outil par défaut pour écrire du code, pour représenter les infrastructures. L'objectif fondamental derrière ça était probablement un objectif qualitatif qui visait à avoir les approches qualitatives du monde du développement dans la conception des infrastructures. Parce qu'avant, on était juste des barbus avec des coups dans une grotte, et on faisait les trucs à notre sauce comme on voulait. On vous laisse imaginer les problèmes. Donc chez Squarescale, donc comme je disais tout à l'heure, notre objectif c'est de déployer des infrastructures pour nos clients. Donc on a un modèle standardisé qu'on a décrit donc, sous forme de manifeste. On déploie des infrastructures donc, qui contient tout un tas d'outils spécifiques qui sont nécessaires pour pouvoir concevoir des plateformes cloud native. Notamment, on va avoir des composants de servabilité, on va avoir une logique de service mesh, on a des mécanismes de distribution synchrone de l'information, pour ceux qui connaissent, et notamment des problématiques de gestion de secret et des problématiques de sécurité. C'est un petit système qui déploie des infrastructures un petit peu de ce style-là, avec des clusters pour pouvoir déployer des applications nomades dessus. À l'époque, on a commencé à se poser un petit peu cette question de qu'est-ce qu'on va proposer dans notre infrastructure qu'on va proposer à nos clients. On va chercher un petit peu les différents produits du marché. Alors, à cette époque-là, le premier qui avait vraiment une vent en poupe, c'était les solutions à base de Kubernetes. On a creusé un peu la question, on a trouvé que c'était horriblement complexe, que c'était pas propre, surtout à l'époque, que ça demandait un niveau de compétence, c'était une expérience extrêmement élevée pour avoir des choses qui étaient très opérationnelles et très sécurisées. Et on a regardé un petit peu les alternatives, et on est tombé sur les produits d'HashiCorp qui sont beaucoup plus simples à utiliser et beaucoup plus fonctionnels. Donc on a construit toute notre stack comme ça, autour des outils HashiCorp, à tel point que on a même utilisé ces outils pour nos propres besoins en interne. Toute notre plateforme d'hébergement interne spécifique, elle est complètement construite autour des outils HashiCorp. Et principalement des manifestes nomades.
Donc, comme je disais tout à l'heure, donc l'objectif, voilà, c'est de générer en fait des manifestes spécifiques de déploiement qu'on envoie à un Terraform particulier pour pouvoir déployer donc X, Y, Z infrastructure sur une base de templates. On en parlera plus tard si ça intéresse déjà. Dans ce contexte-là, donc du coup, une des particularités de notre produit, c'est qu'il a la faculté de se déployer sur des infrastructures qui ne sont pas les nôtres, notamment des infrastructures type IaaS provider, AWS, Azure, etc. Et le problème de cette approche-là, c'est que un des éléments qu'on a voulu mettre en avant, c'était de dire, nous, on n'est pas là pour vous héberger, c'est pas notre rôle, c'est pas notre métier, c'est pas ce qu'on va faire. Par contre, on va vous aider à gérer les environnements sur lesquels vous travaillez. Vous venez avec votre environnement Azure, votre environnement AWS, etc. Et nous, avec ça, on fait ce qu'il faut pour que vous ayez tout votre environnement de production dessus. Le problème de cette réflexion-là, c'est que ça implique qu'on ait une délégation en fait de responsabilité. Ça implique que l'utilisateur de notre produit nous donne des accès à son environnement. Et c'est là où on commence à avoir des problèmes. Problème de responsabilité, problème de si jamais par exemple les clés d'accès root de l'environnement sont perdues par le fournisseur, donc nous, c'est une catastrophe. En plus, on a une perte de confiance avec le client. Si jamais il y a des gens qui modifient des choses sur l'environnement et qu'on n'a pas les outils d'audit qui sont en place, personne ne sait qui a fait quoi, etc. C'est un cauchemar. Et accessoirement, en plus, la plupart des gens ne savent pas bien manipuler en fait la gestion des droits d'accès sur les IaaS providers du marché. Donc en général, ils disent tiens, outil d'accès, c'est ce que tu veux, tu m'embêtes plus avec ça, ça va marcher. Et donc on s'est posé un petit peu la question sur les méthodologies de sécurité qui existaient sur le marché. Je travaille un petit peu aussi dans le milieu de la banque avec les problématiques de certification, etc. Donc je connaissais un petit peu l'ensemble des prérequis à mettre un environnement sécurisé, et en particulier dans un contexte où on est dans une relation entre typiquement un client et un fournisseur. Et parmi ces éléments-là, on a le concept de chaîne de confiance. En fait, plutôt que d'avoir une clé qu'on va distribuer à tout le monde, on va avoir une logique avec des porteurs de clés qui vont donner des droits à une personne plus loin dans la chaîne, en fait, jusqu'à ce que la personne qui effectue les choses ait juste le niveau de droit dont il a besoin. On a un début, au début, donc qui sont généralement les root access, qui sont possédés par le propriétaire de l'infrastructure, et tout à la fin, on va avoir un opérateur qui va effectuer juste les choses dont il a besoin sur cet environnement. Mettre en place ce type d'approche, ça implique effectivement un découpage périmétrique, pour savoir quels sont les éléments auxquels qui a besoin d'accéder et pourquoi on a besoin d'accéder. Il faut les décrire, c'est important. Une délégation de responsabilité. Donc, le bout de la chaîne, c'est toi qui le gères. Donc, s'il y a des problèmes avec, c'est ton truc à toi. Donc, c'est aussi des choses qu'il faut définir. Et il existe des technologies pour pouvoir définir ces choses-là. Ce qu'on appelle le SAC ou Security as Code c'est un mécanisme permettant en fait de pouvoir formaliser justement cette logique de délégation de droits, de délégation d'accès, de qui peut accéder à quoi, comment et à quel moment. Ça s'appelle des policies de sécurité. En fait, c'est simplement un manifeste qui dit tel utilisateur, il peut accéder dans telles conditions à telle ressource, basiquement. Et ça permet de pouvoir décrire en fait un peu tous les cas d'usage de votre environnement et dire lui, il a besoin de pouvoir accéder juste au monitoring, donc on va lui créer une policy spécifique de rôle qui est opérateur de monitoring, par exemple, qui va contenir la description de juste les éléments auxquels il a besoin d'accéder, ni plus ni moins. Et donc, du coup, dans ce contexte de chaîne de confiance, c'est quelqu'un qui a un niveau d'accès plus élevé, en fait, dans la chaîne de confiance, qui va créer ces policies pour les personnes qui sont en dessous. Ça va? C'est pas trop technique? Ça vous semble à peu près clair? Bon. Du coup, nous, on s'est posé ces questions-là, on s'est posé les questions de méthodologie, etc. Et on est tombé sur une fonctionnalité de Vault, qui est un outil absolument fantastique. Alors, je ne vais pas vous résumer exactement ce que fait Vault en entier ce soir, parce que je pense que les pizzas seront froides avant que j'ai fini. Mais il y a une fonctionnalité. Vault, c'est un couteau suisse de sécurité. Ça fournit énormément de fonctionnalités dans des contextes de sécurité, et ça répond à beaucoup de problématiques méthodologiques en fait de sécurité. Et notamment cette problématique de comment est-ce qu'on gère la délégation des droits d'accès, comment est-ce qu'on gère qui fait quoi, comment, etc. Et Vault a une mécanique qui s'appelle le Secret Engine, qui permet en fait de pouvoir lui déléguer des fonctionnalités de sécurité. Alors, comment on a fait ça? Là, j'ai un magnifique schéma qu'on a fait en vitesse tout à l'heure avec Léana et ses talents artistiques. C'est magnifique, vous pouvez pas? Faudrait le faire exposer. Donc voilà, je vous la fais très très simple. On a nos utilisateurs finaux qui sont ici. On a un cluster Vault qui est chez Squarescale en l'occurrence. On a un IaaS provider ou un OpenStack qui traîne dans un coin. Enfin, l'environnement d'exécution. On a notre composant applicatif et puis on a des interactions entre ces différents systèmes. Donc là, la façon dont ça va fonctionner, on va avoir nos utilisateurs en fait qui vont concevoir avec notre aide en fait un ensemble de policies, donc un manifeste spécifique qui va décrire qu'est-ce qu'ils vont autoriser Squarescale à effectuer derrière. Et en l'occurrence, ce manifeste, il va dire une seule chose, il va dire, moi je veux bien que Squarescale soit autorisé à créer des utilisateurs qui ont le droit de faire ça.
et ils ont le droit de faire que ça. Rien de plus, ni plus, ni moins. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est que via notre API, il va pousser donc une policy spécifique et une clé spécifique d'accès qu'il a créée chez son IaaS provider. Ces éléments-là vont être stockés donc dans un vault qui est hébergé chez nous. Alors, c'est un élément dont j'ai pas parlé tout à l'heure quand j'ai parlé de Vault, mais Vault, c'est un coffre-fort. C'est un coffre-fort dans lequel vous n'avez pas accès facilement au contenu. Son objectif, c'est de conserver des données dans un périmètre de sécurité isolé du reste. Et en fait, il y a une procédure spécifique pour pouvoir créer ce coffre avec des systèmes de clés distribuées. Willy va en parler longuement tout à l'heure parce que c'est très très intéressant comme approche et qui permet de faire en sorte que personne individuellement n'a accès au contenu du coffre-fort en fait. Et c'est le cas. Chez Sparkscale, on n'a absolument pas accès au contenu du coffre. On a un certain nombre d'éléments de monitoring, etc., qui vont dessus. Mais si on veut récupérer le contenu, on a besoin de se mettre en association avec l'utilisateur final. On va partager nos clés d'accès et on va déverrouiller le coffre s'il y a besoin. Alors, en réalité, on n'a jamais eu besoin. On n'a jamais eu besoin de déverrouiller un coffre. Mais cet élément-là fait que, en fait, cette clé, elle n'est pas connue par nous. On la connaît pas du tout. On ne sait absolument pas comment elle est constituée et à quoi elle sert. Cependant, nous, on a quand même besoin de pouvoir accéder à l'IaaS provider pour aller déployer des choses dessus. Donc, ce qui va se passer, c'est que Vault, via ce moteur qu'on appelle le Secret Engine, il parle en fait une partie de l'API de ce IaaS provider. On va prendre un AWS par exemple. Il comprend les concepts qu'il y a autour de IAM, si vous connaissez un peu AWS par exemple. Il comprend ces concepts-là. Il va créer une nouvelle policy spécifique pour Sparkscale, donc avec exclusivement les droits d'accès permettant de pouvoir déployer juste les briques dont l'utilisateur a besoin dans le périmètre qui lui est donné. Il va pousser cette policy, il va envoyer la clé, il va envoyer la clé qui lui a été donnée par l'utilisateur final à l'IaaS provider pour s'authentifier dessus et dire salut, vous voyez, moi je suis bien délégué par l'utilisateur, par le propriétaire de cette infrastructure-là, j'ai cette policy-là, j'ai besoin que tu me crées une nouvelle clé basée sur cette policy. Donc il va générer cette policy avec les délégations de droits spécifiques juste pour Sparkscale. L'IaaS provider, il va créer ces clés et chez Sparkscale, on va récupérer cette clé spécifique qui ne sert que à cette problématique de périmètre qui nous est déléguée par le client. Sachant qu'en plus, cette clé a une durée de vie limitée. Donc si jamais au bout d'une demi-heure, on n'a pas fini, la clé elle est expirée. Il faut repasser par un processus de régénération d'une nouvelle clé et ça permet notamment à l'utilisateur de dire non mais moi j'invalide les clés tout de suite ou je lui ai donné sur cette période-là, j'ai oublié de l'enlever, c'est pas grave, de toute façon elle a été désactivée. On peut plus rien faire. Nous on n'a plus accès du tout à ces aspects-là. On est verrouillé à l'extérieur du cloud et du coup on peut pas modifier les données. Si jamais nous on est compromis à un niveau ou à un autre, en fait le périmètre qui va être exposé, ça va être exclusivement le petit périmètre sur lequel on va travailler et il ne sera que durant la durée de vie de la clé. Une fois que la clé est supprimée, on peut plus rien faire. C'est complètement verrouillé. Et après, donc, du coup, on utilise cette clé pour se connecter à l'API, le temps de faire les manipulations qu'on a besoin, on pousse les commandes qu'on a besoin sur les providers pour déployer des machines, déployer du réseau, etc. Jusqu'à ce que, on a fourni l'environnement demandé par notre client. Toujours clair? Donc, voilà. Ouais. Et j'ai pas de son. Et c'est pas bien que ça vient. J'étais muté. Hein. Vous avez du retour sur la vidéo derrière? Bon. Donc voilà, de toute façon, on va toucher à la fin de ce talk-là. Petite introduction un petit peu à notre contexte d'utilisation. Et l'une des raisons pour lesquelles on s'est autant intéressé à ces problématiques de sécurité, on s'est intéressé à Vault et aux produits d'HashiCorp, parce que ça répondait à des vraies problématiques qui nous étaient présentées par nos clients. Je parlais de certification de sécurité tout à l'heure. Il y a certaines normalisations de certification de sécurité qui imposent des méthodologies identiques. Comme toutes les certifications de sécurité, ils ne disent jamais comment le faire. Ils disent voilà, ça ne faut pas le faire. Après, tu te démerdes pour trouver une solution pour régler ça. Et du coup, ça cochait pas mal de cases et on était assez content de ce produit-là, à tel point dans le cluster qu'on déploie pour nos utilisateurs, on leur fournit en plus une infrastructure avec un cluster Vault pour leurs propres besoins spécifiques. On les aide aussi à l'utiliser, on leur explique, etc. Et ça fait pas mal de choses. Il y a aussi plein de use cases très très intéressants à parler de ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Le premier point, donc, c'était un petit peu l'introduction de départ. Tout ce qui est formalisation en fait des composants d'infrastructure, de la description de l'infrastructure, permet en fait de tirer l'industrie vers un niveau de qualité important. Avant, on faisait des trucs à la main avec des post-it, de qualité, c'était pas top. Le SAC, en fait, c'est un peu ça découle un petit peu de cette même logique-là, donc c'est toujours une logique de formalisation et de représentation de concepts techniques, donc en l'occurrence des règles de sécurité spécifiques, donc des standards qui sont assez bien pour ce genre de choses. Je pense que j'ai l'intégration, ça c'est un résidu, vous oubliez ça. Toujours dans les contextes de sécurité, alors je vous ai présenté un super truc magnifique, très très simple avec des schémas, mais en fait derrière ça il y a énormément de conneries. Il va y avoir
monter une solution de sécurité sans avoir toute la logique d'auditing, de traçabilité, de tests de pénétration, etc., ça sert à rien. Si vous n'avez pas de visibilité sur vos équipements de sécurité, même si c'est le meilleur outil du monde, style Vault, si vous ne savez pas ce qui se passe, vous avez qu'à mettre ça, votre truc est sécurisé. Vous pensez toujours à avoir tous les outils de monitoring, avoir la visibilité nécessaire autour de vos outils. Et de manière générale, la sécurité, c'est pas du tout variable d'ajustement. Donc, si vous avez des besoins de sécurité, et je pense que la plupart des gens ont des besoins de sécurité et que vous n'êtes pas en mesure de pouvoir y répondre pour une raison X ou Y, regardez sur le marché, vous avez des produits. Ça va faire beaucoup. Voilà, puis le mojo des sysadmins, automatisez tout ce que vous pouvez. Ça vous rendra la vie plus facile. Voilà. Tu fais les questions quand? J'ai aucune expérience sur Vault pour le coup, et j'ai souvent eu l'image du Vault est très compliqué à installer, que c'est un engrenage pas possible à se mettre dedans. Est-ce que c'est vraiment le cas? Parce que justement, quand tu présentais à l'installation, où on fait le système, où on a plusieurs clés séparées pour pouvoir accéder au contenu final, comme si on ouvrait la grande porte. Ça paraît compliqué, enfin, ça paraît être assez velu, du coup, du point de vue de quelqu'un qui travaille tous les jours avec. En vrai, ça ne l'est pas. Et c'est une raison pour laquelle je choisis ce produit, en fait. L'une des particularités des produits HashiCorp, c'est que déjà, en termes d'installation, en général, c'est juste un binaire. Un binaire. Okay. Donc, tu n'as pas de problématique de dépendance, ni quoi que ce soit, etc. Avec ton binaire, tu le poses sur la machine. Déjà, ça, c'est pour l'installation de base. Après, tu as une procédure spécifique de démarrage en fait, de ton environnement, notamment le fameux histoire avec les clés. C'est une procédure qui est très très simple à suivre. En fait, basiquement, tu démarres le système, tu tapes une commande et après, tu as un script à suivre. Tu te dis, voilà, opérateur 1 tape ta clé, opérateur 2 tape ta clé, etc. Et pouf, le système il est verrouillé, il est opérationnel. Et après, tout le reste, tu vas le faire en fonction de tes besoins. Tu vas le faire. Tu as une API qui va te dire, qui va te permettre de pouvoir paramétrer le système pour pouvoir avoir accès à tel plugin de Secret Entering, par exemple. Mais fondamentalement, moi j'ai utilisé des tas de produits avec des fichiers de configuration qui faisaient 50 000 km de long, très complexes, qui géraient plein de choses en même temps. Là, les fichiers de configuration pour les vols qu'on déploie, je sais pas, ils font 5 kg maximum. Ok, d'accord. C'est vraiment très très basique. Et en plus, si vous êtes un petit peu habitué aux produits HashiCorp, donc vous connaissez un petit peu la shell, etc., vous allez retrouver la grammaire et le vocabulaire en fait des autres outils que vous allez pouvoir trouver sur du Terraform, sur du Packer ou n'importe quoi. C'est un petit peu la même logique de présentation. C'est très intuitif. Accessoirement, les documentations sont pas mauvaises du tout sur leur site. T'as des tutos, t'as des guidelines qui te disent pas à pas. Tu veux faire ça? Facile, tu vois, tu fais ça. En plus, tu as des modes de dev spécifiques sur la plateforme. Donc, si tu veux le tester purement en local, sans redondance, sans verrouillage au début de ton top, et tu veux juste tester les API, etc., tu télécharges le binaire, tu le exécutes sur ta machine en mettant -dev, et tu as accès à toutes les fonctionnalités du truc. Ok. Et en plus, alors attends, n'oublie pas, en plus, tu as une UI web dessus, intégrée. Non, c'est vraiment très pratique à utiliser. C'est un super produit. Okay. Beaucoup des produits, c'est derrière la philosophie d'HashiCorp, c'est pour ça qu'on est parti sur ces produits-là, c'est que on n'a pas envie de s'emmerder avec des fichiers sur 50 000 km de long avec 12 milliards de trucs à faire. Enfin, on est parti sur des choses simples et pour l'instant, on est Ok. Pour compléter un peu la question et ce que tu m'as dit, est-ce que, avec justement, tu disais à l'installation, le script un petit peu à suivre de ce qu'ils disent, est-ce que ça s'automatise bien ou pas? Parce que justement, moi, maintenant, j'ai une angoisse de tout ce qui peut pas être automatisé. Oui, alors c'est une très très bonne question, et notamment automatiser les démarrages du processus de sécurisation sont des problématiques qui sont difficiles à adresser. Okay. Vault a un certain nombre d'astuces permettant de pouvoir faciliter ce genre de choses en s'appuyant notamment sur des mécanismes de sécurisation extérieure. Donc en fait, en gros, ce qu'il va faire, c'est que il va te permettre de pouvoir déplacer la racine de ta chaîne de confiance sur un autre système. Donc par exemple, tu connais un petit peu AWS? Oui, un petit peu, oui. KMS, ça te parle? Oui, c'est le système de gestion de clés. Exactement. Okay. Et Vault a la capacité de gérer ce système de clés en s'appuyant sur KMS. Et dans ce cas-là, c'est KMS qui va faire la partie authentification de manière automatique sur Vault pour le déverrouillage du coffre. Alors, tu vas me dire, oui, mais si je suis pas AWS, je fais comment? Il y a d'autres solutions, il existe quelques outils, les communautés ont développé un certain nombre d'outils également pour pouvoir automatiser cette gestion de clés. Mais c'est toujours très compliqué, très dangereux de gérer ce genre d'approche manuellement, parce que où est-ce que je peux cliquer?
Voilà. Donc il y a des réflexions à faire là-dessus. Après, tu peux aussi développer des plugins pour pouvoir gérer justement cette problématique. Le système de plugins, en plus, c'est très simple sur Vault. Si ton contexte ne colle pas à un AWS ou à un Azure sur lequel le moteur de backend saurait s'appuyer, tu peux le développer toi-même par rapport à ton contexte sans trop de difficultés. C'est là que tu prends bien en compte les problématiques de périmètre d'accès de mes clés, etc., qui, comment, quoi, pourquoi, etc. Les plugins, ils se font en Go comme tout leur. Alors, à ma connaissance, oui, parce que tu as des librairies en Go. Je ne sais pas si tu peux développer en plus. Parce que je sais que Terraform, c'est en Go, donc je suppose que tous leurs outils ou presque doivent être en Go. Alors, oui, c'est pas pour ça forcément que ce que tu développes dessus soit forcément en Go. Ok. Étienne, tu peux me. C'est ouais. Ok. Ok. Mhm. Ok, d'accord. Oui, ça j'avais compris. Oui. Ouais, t'as des super SDK aussi. Alors effectivement, si tu veux développer des applications qui vont utiliser Vault, t'as des super SDK dans tous les langages de l'univers. Et très facile à utiliser. Ok. Bah, merci beaucoup pour les réponses. Avec plaisir. Ce soir, je vais vous parler d'automatisation des infrastructures réseau. Ça va un peu dans la même veine que ce que Sven vient d'expliquer, hein. Essayer d'automatiser au maximum, etc. Je vais vous expliquer aujourd'hui une approche un peu différente et vous présenter un peu les avantages. Donc, service catalogue, je ne sais pas si ça parle un peu aux gens dans la salle, consul, etc. C'est un mot qu'il faut pas en avoir peur, faut considérer une CMDB qui sert à quelque chose. Une CMDB live. Parce que la CMDB en général, on la renseigne quelque temps avec plein de bonne volonté et après ça meurt. Donc, alors, c'est configuration management database. C'est une base de données où on dit serveur numéro 12, IP machin, nom machin, il sert à les imprimantes, le machin, etc. C'est documentation de ce qui existe. Historiquement, c'est des choses qui sont statiques. On rentre dedans et puis à chaque fois que ça change, il faut qu'on aille mettre à jour. Alors plus que ça, c'est un peu plutôt une sorte d'intranet ou autre chose où on référence où est le serveur plutôt que dans la tête. C'est historiquement c'était peut-être dans un fichier Word et puis après dans un petit intranet. Et le problème de ça, c'est que c'est déconnecté de la réalité. La réalité, elle bouge. Alors il y a 20 ans, peut-être l'infra bougeait un peu moins. Aujourd'hui, ça bouge encore plus. Donc l'idée qu'il y a derrière le service catalogue, c'est de faire en sorte que ce soit le plus dynamique possible. J'ai un service qui pop, il est renseigné, il dégage parce on en a plus besoin. La base est cleanée. Donc ça, c'est service catalogue. Et si on a ce service catalogue qui référence bien tout ce qu'il faut, eh ben on est juste à un pas de dire quand je veux automatiser, quand je veux ouvrir des flux, etc. Ben, j'ai qu'à ouvrir des flux que pour les services qui sont référencés. Pourquoi pas? C'est ça l'idée qui est derrière le talk. Et donc rapidos, Chetin, ça se prononce pas comme ça s'écrit. Ça c'est le petit avatar quand vous voyez ça, normalement c'est que c'est un compte à moi sur les 36 plateformes, ça fait un peu longtemps que j'utilise ça. Et j'aime beaucoup le fromage. Quand je vais en Italie, j'essaie d'aller là, j'ai trouvé ça c'est du parmesan. Voilà. Donc on revient au talk. Donc en fait ces dernières années, il y a un mouvement de fond qui est le DevOps. Je vais pas vous revenir là-dessus. En tout cas, c'est venu avec beaucoup de promesses. C'est venu avec beaucoup de promesses dans le sens où, au lieu de livrer des applications une ou deux fois par an, une équipe avec cette approche où on rapproche les devs et les ops, on devrait pouvoir être capable de livrer plusieurs fois par mois, voire par jour. Donc une chaîne de mise à disposition, ça va de l'intégration du code d'un nouveau développeur
puis après le packaging et enfin le déploiement. Ça, c'est le monde idéal. Donc en fait, sur les 2 premiers cadrans, ce que vous voyez, on parle de CI/CD, Continuous Integration, Continuous Delivery. Et le CD, en fait, il peut prêter à confusion parce qu'en fait, il y a un autre CD, c'est le déploiement. Parce que quand on est ici, on a juste un binaire ou un artefact pour installer son application. Mais par contre, donc là, le boulot du dev s'arrête ici. Et au 3e cadran, c'est les ops, ils doivent prendre ça et l'installer sur la production. Et là, tout est automatisé, c'est la fête. Bah non. En fait, ce qui se passe, c'est que ici, jusqu'ici, on peut automatiser pas mal. L'industrie est très mature là-dessus, par rapport avec Git, etc. et Git et Jenkins, les pipelines, etc. Toutes ces 2 parties-là sont bien maîtrisées. Par contre, le déploiement continu, c'est quelque chose qui est encore, je dis pas que ça n'existe pas, mais c'est des choses qui sont déjà un peu plus compliquées à atteindre en termes de niveau de maturité. Le problème, c'est que ça casse vraiment tout le workflow. Quand on n'automatise pas le déploiement, ça nous fait une belle jambe qu'on est à la version 72. Alors, il n'y a rien de plus énervant quand on a un bug qu'on nous réponde à raison. Ah, mais c'est fixé dans la version 72. Ouais, mais moi, je suis à la version 15. Et je peux pas la mettre en place parce que X, Y, Z. On a tous des bonnes raisons. J'ai été dans le côté des ops pendant quasiment toute ma carrière, plus de 20 ans. Donc, on a tous des bonnes raisons, mais c'est le problème. Et on essaie de résoudre ça. Parce que ce qui se passe, vu que c'est pas automatisé, eh ben, c'est le déploiement, il est souvent manuel. Manuel qui veut dire, on va avoir, vous, moi, nous, ça nous a donné du travail pendant plusieurs années. Moi, personnellement, si je peux faire autre chose de plus intéressant, genre faire des meet-up, des talks, des démos, je préfère faire ça que de faire du déploiement à la chaîne. Donc, le problème, en fait, c'est qu'on essaie de résoudre, on essaie de, par contournement, on essaie d'aller, on le fait par manuellement. Et ce qui se passe, c'est que très souvent, quand on sait pas automatiser quelque chose, ça passe par du ticketing. Donc, on a l'application développeur ou l'application owner. Bonjour, il me faut plus, ça marche plus, j'en ai plus assez, il me faut un nouveau serveur. Qu'est-ce que je fais? J'ouvre un ticket. Et ben, il ouvre son ticket, le monsieur ou la dame. Par contre, tout ce qui arrive derrière, c'est ça, c'est que, ok, tu veux un nouveau serveur? Bon, fais un ticket pour le nouveau serveur, parce que déjà, c'est pas automatisé. Et puis derrière, une fois que tu fais le serveur, c'est pas terminé. Il va falloir le mettre en place dans un contexte réseau pour qu'il puisse communiquer avec le reste de la boîte. Donc, trouver une IP, ça, déjà rien qu'ici, on perd beaucoup de gens. Trouver une IP dans certaines boîtes, ça peut prendre 15 jours, avoir une IP. C'est comme ça. La bonne IP dans le bon subnet, etc. Et ça peut être déjà très long. Donc là, après, on doit aller mettre à jour les éléments, etc. Une fois qu'on a tous les éléments de conf, on va devoir updater les éléments physiques et les éléments logiques potentiellement. Puis derrière, on passe la main à la sécurité, qui est la sécurité, le dernier bastion, qui va aller dire oui, ce flux a le droit de traverser tel équipement. Aujourd'hui, cette partie-là, elle est plutôt bien traitée en termes d'automatisation avec l'IAC qu'a présenté Sven. Cette partie-là, on a des choses dans les 10 dernières années avec les overlays réseaux, etc. C'est déjà beaucoup plus agile. Là, je force le trait quand je parle du DDD switch. Aujourd'hui, on va avoir des overlays réseaux qui vont permettre de faire des segments virtuels sans avoir à aller tirer des câbles, etc. La sécu, là, c'est le dernier rempart. En général, on a des grosses babasses. Vous savez comment c'est géré, le truc le plus compliqué, le plus critique de la boîte, ce qui fait qu'une application parle avec une autre ou pas. Je suis quasiment certain, si je demande, il y aura peut-être très peu de personnes qui vont me dire non, on fait autrement. Ça, en général, c'est un gros fichier Excel avec 70 onglets qui se trimballe entre 7-8 services. Et entre le monsieur ou la dame qui veut son application ici et la validation là, déjà, le fichier Excel, il a claqué 4 fois. Et c'est un fichier Excel, en fait, finalement. On gère nos règles de flux dans un fichier Excel. Et une fois que ça arrive, on prend ça et puis il y a quelqu'un qui prend avec ses deux doigts et qui va taper ça même s'il en a 10, il va le faire qu'avec 2 pour être bien certain de le faire. Parce que c'est super touchy, il faut pas se tromper. Donc on y va doucement. Et ça casse vraiment tout. Et c'est ce problème-là qu'on veut régler. Les problèmes que l'on a avec cette approche du ticketing, finalement, c'est quoi? Premièrement, on a du risque parce que les grosses problématiques, oui, les bugs existent,
euh, c'est, je pense, plus courant que les pannes ou les indisponibilités arrivent parce que il y a une erreur humaine, tout simplement. On a mal configuré quelque chose, on pensait côté sur le dev, en fait, on est sur la prod, etc. Donc manuel égale plus, enfin, de toute façon, dès qu'on met un humain derrière une chaise, c'est le début de la liste des conneries. Et donc voilà. Si on peut automatiser, c'est mieux. On est très bien pour imaginer les choses. On n'est pas aussi bon pour répéter les tâches à vitam aeternam. Le temps, on en a parlé assez largement, je ne vais pas revenir dessus, et la standardisation, parce qu'en plus de ça, si on donne la même tâche à 5 personnes, vous allez avoir 15 manières de déploiement, parce que même la même personne, suivant le jour où il le fait, peut-être qu'il va pas le faire il va le faire différemment. Donc la standardisation, oui, il y a des runbooks, oui, ça existe, mais toujours est-il que ça, on compte sur sur la rigueur et la bonne volonté. Et moi, le premier, hein, enfin, on va en faire 10 et le 11e, on va le faire différemment. Et quand on est en vacances, c'est personne qui sait comment on a fait. Donc, standardiser, automatiser. Alors, et là, je me concentrais vraiment sur la partie réseau, puisque sur la partie infrastructure, etc., c'est des problèmes qui sont plus ou moins réglés en fait dans l'industrie, surtout via Terraform. Donc, Terraform, tu en as parlé extensivement, Sven, merci. L'infrastructure as code, on prend tous les avantages du développement logiciel, on essaie d'appliquer à l'infrastructure. Historiquement, les infras n'avaient pas d'API, fallait aller dans une, on faisait du ClickOps, c'est invoqué. C'est pas du DevOps, c'est du ClickOps. On clique sur la console et puis reproductibilité zéro. Aujourd'hui, ça tend à disparaître parce que les produits en eux-mêmes, ils ont de plus en plus d'API déjà. Et Terraform, c'était pas le premier sur l'automatisation sur le marché, mais c'est celui qui a pris le plus d'ampleur dans le sens où il y a c'est un facilitateur. Il va se mettre devant l'API du client et on a un langage commun où on a un workflow commun, plan, apply, destroy quand on a envie. Et voilà, on a quelque chose de répétable. Ça, c'est Day One. Et finalement, sur la partie réseau, les switches, etc., aujourd'hui, les providers Terraform, ils existent pour les Fortinet, les Palo Alto. C'est de ces bases-là dont on parle. C'est le checkpoint, etc. Ça, même pas en rêve, vous automatisez ça. Moi, j'ai fait du réseau pendant plusieurs années. Et les collègues ou les gens de métier, ils commencent à peine, pour les plus Ansible, ok, on commence à automatiser, etc. Mais aller faire du Terraform, etc., Ascode, comme c'est dans le monde du serveur, on en est finalement, il y a une mentalité à changer, et ça va assez doucement par rapport au reste de l'industrie, par rapport au reste des points. Mais bon an, mal an, le déploiement initial, enfin la conception et le déploiement initial, on arrive à s'en sortir. Le problème, c'est le jour numéro 2. Quand une fois que le firewall, qui est aujourd'hui peut-être virtuel dans le cloud, etc., il est déployé, il faut aller rentrer les règles de firewall. Ça change pas ça. Et même avec Terraform, en fait, soit on se refile un fichier Excel. En général, ça reste un fichier Excel qui derrière est codé sous forme de fichier. Alors c'est du HCL, etc. Mais finalement, le coding, moi, avant de rejoindre HashiCorp, j'ai passé 4 ans, j'étais pas de caillou chez Oracle. C'était 4 superbes années. Et j'ai fait beaucoup de Terraform. C'est ce qui m'a amené chez Oracle. Et entre autres, je travaillais sur les modules sur la partie réseau, virtual Turn Network, et sur la partie sécurité. Je me suis arraché dans les cheveux dans tous les sens. Il m'en reste plus beaucoup. Et en fait, le problème, c'est que quand vous prenez du Terraform, etc., vous prenez des exemples de code, vous allez toujours avoir un truc. Oui, Apply, ça fonctionne. Normal, son scénario, il est bien cantonné. Il y a une application, 4 flux, clic, ça marche. Et puis on prend 10 lignes pour la sécu, pas plus. Maintenant, la réalité, c'est que quand on a le firewall, c'est pas 10 lignes, c'est peut-être 20 lignes, 100 lignes, 200 lignes, 300 règles de firewall. Là, on se retrouve à prendre le fichier Excel ligne par ligne. On est on recode dans un autre format et c'est pas forcément mieux finalement. Parce que on a juste traduit. Alors oui, c'est répétable, mais l'ingestion des règles pour les implémenter dans Terraform, on n'a finalement pas gagné grand-chose. Et donc là, l'idée de Consul Terraform Sync, je sais c'est long,
Alors Consul, c'est le truc, je vous ai parlé tout à l'heure, au tout départ, service catalogue, etc. C'est un truc où les services, quand ils sont déployés, ils s'enregistrent, ils disent bonjour, je suis un serveur web et j'expose un service sur le port 443. Je suis un middleware et port 90-90. Ils s'enregistrent. Bah, l'idée, c'est de prendre partie de ce catalogue et avoir une petite moulinette autour qui, quand elles voient un service qui arrive, eh ben, on sait automatiser avec Terraform. Eh ben, on prend le provider sur le firewall de votre choix ou le load balancer. Ah, il y a un nouveau service, eh ben, je vais appliquer la recette qui ajoute une règle firewall. Et ça se fait à chaud. Le service arrive, la règle est déployée automatiquement. Le service s'en va, la règle est déprovisionnée. Vous allez me dire, la sécu, est-ce que juste le fait d'envoyer un service, ça va ouvrir les flux au cas de vent? Pas forcément, parce qu'en fait, si vous respectez les principes IAC, votre code, en fait, quand il est commité, il y a déjà une revue de code qui doit être faite. Et il y a quelqu'un qui a mergé ce code-là, qui a dit oui, c'est le bon code avec des flux, etc. Donc déjà, pour qu'il arrive sur le Git avec les flux n'importe comment, et que si vous le passez sans regarder, il y a un problème. Et deuxième chose, c'est que après, ensuite, quand on fait de l'apply sur ce truc-là, on peut le faire en mode full automatique ou semi-automatique et y aller au fur et à mesure. Donc ça, c'est ce que l'idée, c'est ça, hein, c'est d'essayer d'allier ces deux outils-là pour automatiser et rendre un peu dynamique l'application des règles. Et donc rapide, enfin j'en ai déjà pas mal parlé, donc je vais pas beaucoup m'attarder, mais donc Consul en fait il fait pas mal de choses. Il y a nous ce qui va nous intéresser, c'est ces deux cas d'usage-là. C'est découvrir et référencer les services et automatiser le réseau via un petit plugin qui s'appelle CTS, Consul Terraform Sync. Donc après le reste, service mesh, machin, c'est dans le monde plutôt cloud native, etc. On n'en parle pas. C'est une boîte à outils qui fait beaucoup de choses. Il faut se concentrer sur des usages particuliers. Donc comment est-ce que ça fonctionne cette histoire? Bah, typiquement, ce que je disais ici, c'est que par défaut, c'est manuel, etc. Donc l'idée, c'est d'utiliser un service catalogue. Donc là, en fait, on a un nouveau service qui s'enregistre dans Consul. Bonjour, je suis un serveur web nous sommes une flotte de serveurs web. On est 5, on expose tous sur le port 80 ou 443 et on veut se mettre derrière un load balancer, par exemple. Donc Consul, il l'a dans sa base, dans sa fameuse CMDB live, c'est le service catalogue finalement. Et derrière, parce que le service arrive et qu'il est approuvé, etc., on a une petite moulinette qui va aller déclencher un Terraform, qui va aller mettre à jour les équipements réseau eux-mêmes via l'écosystème de providers Terraform qui existe déjà. Et c'est ça l'intelligence du produit, c'est que Terraform il y a un écosystème où aujourd'hui, enfin, il y a des providers pour quasiment tout. On peut, si on avait été joueur, on aurait pu, alors je sais pas si c'est Domino le fournisseur de ce soir, mais il y a même un provider Terraform Domino Pizza. On peut faire ça si on veut. Donc, en gros, dès qu'il y a une API, dès qu'il y a un service avec une API, on peut le wrapper et créer un provider. Donc là, l'idée, c'est que la communauté est déjà très très large et il y a des providers qui sont maintenus par les éditeurs directement, d'autres par la communauté. Et en général, on arrive à s'en sortir avec tout ça. Donc, si on revient un peu plus en détail sur le pas à pas, donc voilà, le service arrive, il s'enregistre dans le catalogue. Une fois qu'il arrive dans le catalogue, Consul Terraform Sync, il est abonné lui-même, c'est un client Consul, il est abonné au catalogue. Là, il y a un nouveau service. Donc, je vais lancer un Terraform. Ce Terraform va aller appliquer une recette unitaire. Ici, il n'y a pas d'intelligence. C'est une recette toute bête. C'est une fonction. On me donne en entrée des variables, port, source, destination, et moi j'applique ce qui va bien sur l'équipement. Ça peut être créer une règle firewall, ça peut être ajouter un membre dans un load balancer group, ça peut être tout ce genre de choses. Il y a même un plugin là-dessus qui permet vous mettez des tags dans votre CMDB, serveur prod, machin, etc. Et avec Consul Terraform Sync, il va aller, la moulinette, elle va prendre ces tags-là et les réappliquer sur les ressources AWS, par exemple. C'est-à-dire que vous rentrez vos tags une fois et vous êtes certain que vous avez une consistance sur tout votre environnement. Donc le résumé avec tout ça, c'est quoi? C'est que on sait que vu que c'est répétable, etc., on reproduit à chaque fois la même formule. Donc si elle est mauvaise, on va faire plein de bêtises à la chaîne. Mais si on a pris un peu de temps pour faire des choses correctes, on est certain que les bonnes pratiques sont respectées tout le temps,
quel que soit le jour, quelle que soit la personne, qu'il soit fatigué ou pas, puisque c'est un automate. Et l'idée, encore une fois, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller sur une approche en mode Big Bang. On peut y aller déjà déjà la partie service catalogue, il faut ça dire qu'on commence à référencer les services, etc. Et on peut y aller au fur et à mesure, on peut automatiser ou pas, on peut juste faire un check et dire si tu vas jusqu'au bout, voilà ce qui se passerait sur ton firewall, oui ou non. On n'est pas obligé que ça se déroule au fur et à mesure à toute vitesse. Et l'idée, c'est qu'en plus, quand on a ça, on sait que quand les services sont rentrés et renseignés, on peut suivre les runs. On sait qu'à tel moment, il y a tel run Terraform qui a opéré telle règle a été rajoutée à tel jour et puis elle a été retirée ou pas tel jour par telle personne, etc., etc. En termes de compliance, c'est aussi super intéressant. Donc voilà le résumé. Avant, c'était pas beau et maintenant, c'est super. Non, mais clairement, en fait, là, l'approche des ouvertures de flux, je plaisantais à moitié tout à l'heure quand je disais que trouver une IP. Alors aujourd'hui, peut-être un peu moins, mais il y a quelques années, je vous garantis que dans les grosses organisations, trouver une IP, vous pouviez peut-être attendre 10 jours pour avoir une IP dans le bon range, etc. Aujourd'hui, les solutions d'IPAM sont un peu plus généralisées, mais on n'a toujours pas tout réglé parce qu'il y a encore le firewall à mettre à jour. Donc en fait, des jours et des semaines, je suis gentil, parfois ça peut être des mois. Alors que là, si le process a été fait en amont, finalement, je veux pas dire que c'est en quelques secondes, mais si je vais le dire. Mais enfin, après, ça, bien sûr qu'il y a toujours du process autour de ça. Ce sera jamais quelques secondes parce que ne serait-ce que le temps de valider, etc. L'écosystème, ça c'est juste un exemple des plugins qui existent aujourd'hui. Donc vous voyez, et c'est en fait finalement cette recette avec Terraform, elle fonctionne avec tous les providers. Mais il y a une petite opportunité de faire un focus sur ces éléments-là qui sont un peu moins, en général, un peu moins dynamiques. Et la liste que vous voyez là, c'est juste parce que ils ont été développés avec des partenaires dans cet ordre-là. Là, il y a AWS, mais d'ailleurs AWS, il y a juste un truc sur les load balancers. La partie security group, c'est ce que j'ai essayé de déployer. Et puis je vais essayer de vous faire voir ça tout à l'heure. Et on pourrait le faire même avec d'autres clouds en fait. Et voilà pour la partie image. Et puis maintenant, on va essayer de regarder un peu l'environnement. Qu'est-ce qu'on essaie de construire? Je suis comment au niveau timing? Je ne sais pas du tout. Okay. Pardon? Super. Alors, top. Donc ça, c'est l'architecture type qu'on va essayer de déployer. Donc en fait, à gauche, en fait, j'ai la machinerie HashiCorp. Moi, pour les soucis de simplicité, j'ai utilisé les offres SaaS qui existent. Terraform Cloud, c'est un truc gratuit. Vous abonnez pour vos propres trucs jusqu'à 5 utilisateurs. Il y a aucun coût. Conçu les Vault, ça coûte un petit peu, mais c'est plus dans un esprit petite ou grande structure, etc. On veut quelque chose de sérieux. Pour s'amuser, pour regarder, il faut faire comme je peux faire sur mon poste, en mode dev, ça suffit amplement. Donc là, moi, pour les besoins, je voulais pas faire un truc en mode juste dev, je voulais vraiment avoir quelque chose qui était un peu réaliste. Donc on a des services centraux pour la partie infrastructure as code, Zero Trust et networking qui sont dans un cloud, la plateforme HashiCorp. Et de l'autre côté, on a un environnement cloud d'un client. Donc on fait un peering entre les deux. C'est un peering AWS en l'occurrence, puisque ces clusters, on peut les déployer sur AWS ou sur Azure. Et ici, on a quelque chose finalement assez banal, voire même très simple. On n'a même pas d'auto-scaling group. Donc là, on a quoi? On a une application web avec 2 nœuds, un load balancer, une Internet Gateway pour faire les entrées, 2 AESI. C'est ce qu'on va essayer de faire. Donc ici, ce que je vais vous montrer, c'est pas ça. Non. Et pourtant, je sais pas si je vais en faire à nouveau.
Voilà, c'est comme ça que je l'ai ouvert. Ah bah voilà. Oh, j'ai passé mon temps hein. Ah oui, c'est derrière. Voilà. Donc ici, donc là on est sur la partie HCP, donc je vais me reconnecter rapidement. Donc, ce qu'on voit ici, c'est au niveau consul, ben, j'ai mon cluster qui est provisionné, j'ai mes membres, j'ai les membres du cluster qui sont là, tout va bien. Ici, au niveau Terraform, en fait, j'utilise plutôt que de faire une exécution de Terraform depuis mon poste, j'utilise une plateforme centralisée d'exécution, Terraform Cloud. Ça permet de faciliter le travail collaboratif, le suivi, etc. Ici, donc j'ai trois workspaces. Celui qui a déployé la partie Cloud HashiCorp, l'application et l'infrastructure. Ici, j'ai mon cluster. Donc là, je me suis connecté à mon cluster consul. C'est à ça que ça ressemble. Donc ici, ce que l'on voit, on voit les trois membres consul en eux-mêmes. Ils sont donc mon serveur est up. Et ici, j'ai la petite application Terraform Sync qui s'est enregistrée, qui a souscrit au catalogue et qui regarde un peu ce qui se passe. Et j'ai pas d'autres applications ici. Enfin, j'ai pas d'autres services de découverte. Tout simplement parce qu'en fait, alors que ici j'ai bien mes instances, hop. Donc là ici on voit les instances que j'ai déployées. J'ai mes serveurs 1 et 2, un jump host et le CTS. C'est tout ce que j'ai. Donc en fait cette machine, je vais aller sur les commandes, elle est là. Hop, voilà. Donc là, je suis sur un serveur qui a accès au serveur web directement. Et on voit que l'application ici, elle, elle me ramène bien des choses. Donc il y a une application web derrière. Et si je, juste pour voir un peu, hop, si je fais un links, hop. Donc on a une application web. Bon, c'est dans le terminal, hein, mais ça fonctionne. Hop. Voilà, on a bien ce qu'il faut, mais j'y accède pas depuis l'extérieur. J'y accède pas depuis l'extérieur. Si je vais ici, hop, normalement, l'application ne fonctionne pas. Tout simplement parce que ici, au niveau, je vais vous montrer le load balancer ici. J'ai mon listener qui écoute bien sur le port 80. J'ai une target group avec mes serveurs. Les deux serveurs sont là, les AcidWiki 1 et 2. Ils sont healthy, ils répondent bien sur le port 80, mais en fait, ici, sur la partie security group, le security group qui est attaché au load balancer, il autorise personne à rentrer. Donc ça se passe pas. Il autorise personne à rentrer et mon application n'est pas référencée dans l'application, dans Consul. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, je triche un tout petit peu, mais à peine. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre c'est ça. Je vais prendre l'application ici et je vais la redéployer avec l'agent consul cette fois-ci. Donc là, j'avais quelque chose qui était déjà là comme ça. Je vais commenter. Alors, je vais vous montrer là. J'ai deux images en fait qui ont été créées avec un autre outil qui s'appelle Packer. J'ai une image qui a juste l'application et une autre qui a l'agent. Et cette image, elle est configurée pour que quand on démarre, l'agent s'enregistre, etc. Donc là, je vais redéployer les mêmes machines en utilisant cette nouvelle image-là. Parce qu'en fait, si je vais dans les instances, là, si je prends AppWiki et App 1, on voit que l'image utilisée, c'est juste AcidWiki. C'est pas AcidWiki with Consul. Donc là, hop, ce que je vais faire là, c'est un peu en mode fainéant. Je vais si
with consul agent, donc ça c'est bien. Normalement, si je lance la commande ici, donc là je lance donc TF c'est juste un alias pour dire Terraform apply. Je suis en train de dire que je vais lancer un nouveau run d'exécution. Justement, CTS va, quand il va voir le service, il va ajouter le truc. Oui. Ma question, c'était en ajoutant l'agent, effectivement, la machine va s'enregistrer auprès de Consul, mais elle sera toujours pas disponible parce que le security group sera toujours pas là. C'est à quoi tu as répondu que justement le service allait le mettre tout seul comme un grand. En fait, ici au niveau Consul, on a ce service-là qui, en fait, Consul Terraform 6, c'est un service qui tourne à côté. On va le voir là. Je vais vous connecter dessus, je vais vous montrer le service qui tourne. Et il s'enregistre lui-même dans Consul, il est client et il écoute ce qui se passe dans le catalogue. Donc si on revient à ça là, hop, comme ça je vais avoir les unes après les autres. Si je reviens ici, voilà, sur cette machine là. Oui, coin sul, on le met dans un coin et on l'insulte. Donc là, on voit que le service tourne. Et puis, si on va dans les fichiers de configuration pour revenir sur la discussion de tout à l'heure, en fait, donc le Consul MIA, Network Infrastructure Automation, ici, voilà, ça tient sur deux fichiers. Je vais vous montrer celui qui est en voilà, ça se résume à ça ici. Pour configurer CTS, on lui dit tu vas utiliser l'agent local, voilà tes niveaux de log, etc. Je veux que tu travailles dans tel répertoire et pour faire tes runs, je veux que tu utilises Terraform Cloud en mettant un tag. Ça c'est la configuration de l'application en elle-même. Pendant ce temps, en fait, ici on a un run qui est en train de tourner. Donc, si on voit ici, on voit que le plan au niveau Terraform, il s'est terminé, et il attend mes instructions pour continuer. Donc, je l'ai lancé depuis la ligne de commande, mais c'est une exécution à distance. Et avec Terraform Cloud, en fait, on a le meilleur des deux mondes, contrairement à d'autres solutions. C'est-à-dire que l'exécution se fait bien, elle se fait pas sur mon poste, mais j'ai un stream des logs. Ce que je vois ici, c'est exactement ce qui se passe en centrale sur la machine. Et si je viens en full screen, en fait, ce qu'il est en train de me dire, c'est que il va remplacer les ALB, les machines, etc. Parce que l'image a changé, en fait. Oui. Micro. Garde ton souffle. J'ai vu passer dans la sortie de ton terminal une estimation des coûts. C'est quoi comme plugin? C'est quoi que tu utilises? Alors là, ici, tout de suite, ce que tu vois, c'est une feature intégrée à Terraform Cloud qui s'appelle Cost Estimation. J'ai pas de badge HashiCorp, je vais parler en tant que Chetin. Elle est pas super. Okay. Elle est pas super parce qu'en fait, pourquoi? Parce que déjà, elle prend que certains clouds, pas tous, et en plus, elle a un nombre limité de ressources. Quand tu vois sur la partie Cost Estimation, d'ailleurs ici, tu vois, là, bon, une instance, il sait faire. Une instance, il sait faire. Par contre, on voit ici, il y a une ressource qui n'a pas pu être évaluée. C'est assez dérangeant parce que c'est un cluster Consul. Hein. C'est le service SaaS Consul de HashiCorp qui n'est pas supporté aujourd'hui. Donc, voilà. Sur la partie Cost Estimation, cette feature, en tout cas, elle a le mérite d'être là. Elle permet de donner un début. Maintenant, ce qui se passe, c'est que si on va dans Terraform Cloud, en fait, dans les settings, on a un truc qui s'appelle les run tasks. Les run tasks, c'est une manière de
à l'intérieur, au milieu de votre workflow, on va aller appeler des API distantes pour faire des choses et revenir. Et il y a des intégrations par défaut. Et Infracost, Infracost, ils sont bons. Ok, ils sont bons. Okay, Infracost, ils sont bons et ça, c'est bien pour le costing. Mais pas que. Il y a Bridgecrew, ils font de la sécu, Sneak, etc. Donc, toutes ces intégrations-là, si vous allez sur Registry, hop, là, il y a un catalogue de toutes les intégrations qui existent avec Terraform Cloud. Ok. Il y a plusieurs. Ils sont en train de grossir. Il y a 2 semaines, il y en avait 5, 6. Là, il y en a une petite vingtaine. Donc ça avance, ça prend de l'ampleur. Et donc en fait, par exemple, si on veut faire du costing, etc., un peu plus fin, ben, l'idéal c'est d'aller intégrer au milieu du workflow, aller injecter. En fait, l'idée c'est que ces run tasks, elles peuvent être faites avant, après le post, en pré ou post plan, en pré apply. Voilà, on regarde, on choisit à quel moment on exécute la run task. Et en général, c'est super pour aller aller enrichir notre pipeline finalement de l'IAC, ou bien aller adresser quelque chose qui n'a pas d'API. Imaginez que vous avez des API internes qui n'ont pas de provider. Ben, à un moment donné, vous pouvez aller, tiens, on parlait tout à l'heure de la CMDB qu'on remplissait à la main. Ben, peut-être que vous avez une CMDB, vous n'avez pas conçu, et vous allez la mettre à jour avec un petit machin. Et donc, les run tasks, c'est une bonne manière d'enrichir le workflow. Ok, du coup, on peut avoir des run tasks custom, pas juste des providers. Complètement. Ok, là, cool. En fait, si on revient ici, settings, run task. Là, on a les jolis. Et puis, si on fait un run task, create run task, ici, en fait, on peut faire une custom. Il faut avoir un endpoint URL et une HMAC, c'est le service qui se quantifie, qui dit oui, je suis. Enfin, en fait, il faut qu'il génère une. C'est pour être certain qu'on est sur la bonne URL quand on fait un appel API. C'est important. Mais il y a de la documentation là-dessus pour expliquer comment ça se passe. Et de toute façon, quand vous cliquez là-dessus, si on clique là-dessus, ça vous envoie direct sur la documentation disant comment faire pour intégrer RunTask dans TFE. Ok, merci. Donc voilà sur cette partie-là. Entre-temps, j'ai mon run qui attend. Oui. Du coup, lorsque l'application, par exemple, pour X ou telle raison, elle a un souci, si le check de l'application ne marche pas, on est d'accord qu'elle disparaît du service dans Consul. Pour l'instant, elle n'a pas encore apparu. et c'est une très bonne remarque. Comment ça va fonctionner avec CTS? Ça veut dire que ça va fermer le flux, par exemple, ou suivant comment on a configuré D'accord, donc faut être vigilant. Le comportement par défaut, c'est ça. C'est le service est souscrit, je fais ce qu'on me demande. C'est une fonction, hein, input, output. Je prends une entrée, je fais un traitement qui est tout le temps fini et le même, et j'ai une sortie qui est définie. C'est comme une fonction en programmation. Donc, et quand le service n'est plus là, parce qu'on l'a déregistré, parce qu'un nœud est down, exactement, ou parce que on n'en a plus envie, la CTS va aller faire le ménage. Va fermer le flux. Et ça, c'est super. Parce qu'en plus de ça, vu que ça se base sur le catalogue, là où je voulais revenir, c'est que le service aujourd'hui, il a l'IP A. Quand on regarde les règles de firewall, IP à IP, ça veut rien dire. Ouais. Quand j'ai une règle, moi, si tu me donnes une règle de firewall, je la rends jamais, j'en ai toujours besoin, mais à travers 10 ans, je vais faire tourner 20 applications différentes dessus. Parce que j'ai eu une règle, j'ai mis 3 mois à l'avoir, et puis derrière cette IP, on ne sait pas ce qu'il y a finalement. 443, je fais ce que je veux. Donc là, l'idée, c'est que le service s'enregistre, il y a un health check applicatif, ça a été validé, et quand il n'est plus là, c'est purgé. Et j'ai une autre question du coup, oui. je vous en sur Terraform. Comment vous gérez le mécanisme d'approbation de flux avec un RSSI par exemple? Par exemple, on ouvre un flux via Terraform, on a besoin d'une approbation d'un RSSI pour qu'il accepte qu'on ouvre le flux. Comment Terraform va gérer ça? Est-ce qu'il y a un pending? Enfin, comment? Ben, regarde là, voilà, on est dessus, c'est marqué quoi? Pending. Oh. Ok, parfait. En fait, par défaut, alors en fait, il y a plusieurs garde-fous. Le premier, c'est que là, je suis en train d'appliquer un code. Okay. 2 minutes. Donc là, je suis en train d'appliquer un code, je le fais un peu YOLO, c'est sur mon poste. La réalité, c'est que ce code, en fait, je devrais pas le faire là comme ça, je devrais faire un commit. Et le commit, avant d'être accepté, il y a une code review. Déjà, on fait pas un run avec n'importe quoi. Quand le code applicatif arrive en disant
je suis une application, je veux parler sur le port 443, machin. Il y a déjà une approbation qui est faite en amont sur le code. Et après, en plus, le garde-fou ici, moi, sur ce workspace, j'ai pas fait un run automatique, j'ai fait un run où je dois faire une revue. Et donc là, ici, je peux regarder ce qui va, si ça me va pas. Là, en l'occurrence, je vais dire apply et je vais me dire, c'est le hug, c'est la fête. Allez. Hop, hop. Et du coup, dans le cadre où il y a une entité dans une entreprise qui gère la sécurité, il faut qu'ils aient accès pour approuver sur de ce côté-là, quoi. Côté En fait, eux, c'est pas raccordable, par exemple, avec un outil de ticketing de gestion de flux. Si. Genre Tufin, par exemple. Tufin, je sais pas. Il y a une idée derrière la tête là. Hein. C'est pas. Exactement. En fait, en termes de gestion de ticketing, il y a une intégration native qui existe avec ServiceNow dans Terraform Cloud. Et sinon, il y a les run tasks. Okay. Je sais pas exactement, mais je sais qu'il y a des gens qui ont fait des intégrations avec Jira. Donc là, pendant qu'on est en train de parler, donc là, il commence par virer les VM. Hop. Donc là, ici, on voit, si je fais un refresh, les VM vont commencer, je pense, à disparaître. Oui. Oui. Alors, en fait, la conf ici, alors, une seconde, destroying, une seconde. Ok, donc là, les VM sont en train de partir. Ici, voilà. Et ici, en fait, il a commencé à le remplacer. Et là, donc en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu des VM qui sont déjà running là, des nouvelles. Et ce qui se passe, c'est que le service ici, il a été enregistré avec les IP, Wiki 1, Wiki 2. Donc on a un service qui s'appelle AcidWiki, et on a dedans, on a 2 serveurs qui sont derrière. Et si on va ici sur la partie load balancer. Donc notre balancer c'est toujours le même. Par contre le security group, il est ici. Là j'ai bien une règle qui autorise la communication. Et si je vais ici, j'ai mon application qui fonctionne maintenant comme ça. Ouais. Ouais. Alors j'arrive. Hop. Hop là. Ici, j'ai infra. Ici, j'ai l'application. La partie CTS. Consulte Terraform Sync. Donc ici, en fait, j'ai la machine, en fait, dans l'image que j'ai générée. Donc ça, c'est le code pour déployer l'image. La machine, pardon. Elle est ici. Hop. La machine est ici. Et elle dépend d'un autre AMI qui est là, Consulte Terraform Sync. Et en fait, la configuration interne, elle est dans l'autre. Alors pardon, elle est dans Packer. J'essaie de montrer. Voilà ici, dans le répertoire Build. Ici sur la partie CTS. Donc j'ai le basic build. Ça c'est la configuration ici. Et là en fait en post-provisionneur, j'ai les fichiers de conf qui sont posés, les fichiers HCL qui sont posés. Et plus un script d'install ici avec les en fait j'utilise sur la partie scripting une seconde je vais me faire mettre à la porte hop. Voilà, ici j'ai le CTS install qui fait différentes choses. Tout ça c'est sur un Git repo. Je vous le partagerai sur le Hug. Là, en l'occurrence, ce que je fais exactement, la partie HCP, elle nécessite des clusters, etc. Mais je vais essayer de sortir la partie CTS pour qu'elle puisse être reproductible sur les environnements internes. Ouais. L'ajout du security group, oui. Elle est dans le fichier config.html, c'est ça?
elle l'appelle un module. Mais il est où ce modèle? Ah bah, attends, je peux retrouver. Ah, putain. C'est ça, il est bien caché. Hein. C'est juste pour voir la tête qui s'appelle la fonction CTS dont tu parles depuis le début. Attends, là, je vais montrer ça. Mais là, il me manque un truc, là. Là, il me manque un truc, là. C'est pas bon. Non, c'est le fichier de conf CTS, mais il est pas bon. C'est pas la bonne version, ça. Parce que normalement, en fait, ici, je dois avoir un bloc task, et le bloc task qui appelle le module. Et là, il est pas bon. Ça veut dire que je suis pas, enfin, faut que je regarde, je pense que je suis pas sur la bonne version de code. Ouais, parce que là, ça a marché. Donc, ça veut dire que si tu vas sur la machine CTS, tu dois le voir, ce code. Non, mais comme je fais des mocks, etc., peut-être que là-dessus, sur cette version-là, faut que je regarde le code. Hop. Et parce qu'en fait, je pense que je suis pas au dernier commit et ça doit être un mock où je crée la règle pour pouvoir faire l'enregistrement de CTS d'abord. Ouais, non, mais je suis clairement pas bon. Je suis clairement pas bon. Bah ouais, va falloir me croire sur parole pour aujourd'hui. Mais ce que je peux vous dire, en toute transparence, c'est que, alors, tout ce que je vous ai montré, ça fonctionne, mais là, je vous ai fait un coup de Garcia. Parce que le code que j'ai là, il appelle pas le module. C'était là, je regarde, je suis pas au dernier commit là. Et donc ça veut dire que dans ton AMI de CTS, il y a le bon bout de code qui fait l'ajout de la règle de sécurité. Je suis pas certain si. Pourtant, elle est bien apparue. L'AMI en fait, l'AMI il est généré via le packer. Et là, j'ai pas le bon code. Parce que même ici, regarde, si je vais dans build, c'est le même repo en fait. Sur la partie build, ici, j'ai les formules et j'ai pas ce qu'il faut là. J'ai pas ce qu'il faut. Ça veut dire que là, j'ai pas le module qui faisait ça. Et surtout, ce qui est parlant, c'est cette partie-là. Le fichier de conf, il est pas bon. Il manque un bloc. Mais dans la logique de CTS, c'est la machine qui contient les règles à appliquer quand une machine est enregistrée dans Consul. Alors, non, il a un bloc task. Je vais te montrer ça dans la documentation. Ouais. Il a un bloc task. Voilà. Ici, par exemple, si on prend l'exemple avec la partie listener, ici, tu vois, le main, ça c'est le module que tu vas appeler. Et le main, en fait, ici, tu vois, il dit, celui-ci, il crée des ressources group. Il met des serveurs derrière un load balancer. Donc, il crée un target group, il crée un attachment, et donc il fait tous ces traitements, peu importe. Et vu que c'est un module, il prend ces infos via les variables. Et ça, cette variable, tu vois, c'est un objet de type map. Ça, c'est un variable. Tous les modules CTS qui sont CTS compatibles, ils vont avoir une entrée de ce type-là qui correspond, cet objet-là, ça correspond à la manière dont Consul modélise un service. Et donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que dans ma conf CTS, j'ai pas dans le bloc task, eh ben, tu dis provider AWS, module Chetin Security Group, etc. Et là, en fait, le code, il n'est pas à la bonne version, donc ça veut dire que j'ai pas le module dessus, et ça doit être une règle Security Group qui traînait dans mon code quand j'étais dans le process de dev. Et donc, c'est un fonctionnement de pool, c'est le CTS. Oh, pardon.
Salut, moi c'est Willy Malvo. Alors, on va parler d'infrastructure Zero Trust et puis de comment on peut implémenter, enfin d'exemples, parce qu'il y a plein de manières d'implémenter du Zero Trust avec l'outil HashiCorp Vault. Alors, moi, Willy Malvo, je suis développeur chez Sogis, donc on va dire architecte cloud native et consultant en cybersécurité. En ce moment, c'est ce que je fais le plus. Alors, initialement, je donne ce talk avec Sven, mais comme il a déjà parlé ce soir et il n'y a plus trop de salive, je vais le faire tout seul. Mais bon, voilà. Alors, initialement, il y avait une blague parce que on donnait ces talks dans les DevOps Day. Donc, je disais, moi, je suis le dev, lui, c'est l'ops, ça fait DevOps. Voilà. Bon. L'idée, c'est de dire qu'on a co-construit le truc. Alors, rapidement, il y a des petits topics qu'on a déjà abordés. Je vais essayer de passer rapidement dessus dans ce talk, mais on va parler un petit peu du modèle Zero Trust, des éléments en fait qui vont permettre de mettre en place, à savoir les policies, les rôles, l'identité, tout ça. On va parler un peu d'exploitation, comment est-ce qu'on met en place un système qui fait de la sécurité. Et puis ensuite, on ira voir un petit peu comment l'outil HashiCorp Vault peut nous aider à implémenter tout ça à travers certains petits use cases qu'on va balayer assez rapidement. Voilà. Alors, tout d'abord, Zero Trust, pour le buzzword, vous allez retrouver ça aussi sous les acronymes ZTA pour Zero Trust Architecture ou ZTNA pour Zero Trust Network Architecture. Tout ça, c'est à peu près la même chose. Et pour vous expliquer brièvement, et puis surtout d'un point de vue un peu, on va dire, théorique et générique, qu'est-ce que c'est le Zero Trust, je vous propose de prendre un modèle qu'on doit à peu près tous connaître, qui est le VPN, typiquement le VPN d'entreprise. Le VPN, c'est quoi? C'est un réseau privé qui est accessible depuis Internet, dans lequel il y a des ressources. Alors, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un gestionnaire type, ça peut être une base de données, ça peut être des services, ça peut être plein de choses. Et typiquement, sur notre VPN, on va vouloir mettre un petit peu des mesures de protection pour protéger nos ressources. Donc, on va retrouver du contrôle d'accès, du firewalling, du TLS avec une chaîne de certification qui permet de faire de l'authentification serveur et de l'authentification client directement aussi. Alors, traditionnellement, on va dire un extrême du spectre des politiques de sécurité dont on va parler ce soir, on a le modèle château fort. Le modèle château fort, c'est de dire on met à l'intérieur de notre VPN, qui représente le château fort, toutes nos ressources protégées. Et puis, on a une grosse porte d'entrée qui est bien gardée, dans laquelle on va mettre tous nos moyens de sécurité, donc le firewall, contrôle d'accès, tout ça. Et une fois qu'on a les clés, en fait, pour ouvrir cette porte, on a accès à tout. Donc ça, c'est un modèle qui existe et qui a fait ses preuves, hein, bien sûr. Le seul problème, c'est que une fois qu'on a la clé pour ouvrir la porte, on a accès à tout ce qui est dans le château. Et comme aujourd'hui, on a certains systèmes qui grossissent de plus en plus, le château devient très grand, et puis il y a de plus en plus de monde à l'intérieur, des sous-équipes, des sous-systèmes, on va même dire plusieurs sous-villages, enfin ça devient assez compliqué à gérer potentiellement ces choses-là. Et donc le modèle Zero Trust, lui, qui est un autre extrême du spectre, va nous dire en fait, à n'importe quel niveau, il faut faire confiance à personne. Donc c'est Never Trust, Always Verify. Et donc l'idée, en fait, c'est pas forcément de se passer de la porte du château fort, on peut la garder parce qu'elle peut toujours avoir du sens, mais vos ressources qui sont à l'intérieur de votre château, quand vous allez vouloir les protéger, vous remettez une couche d'authentification, vous remettez une couche de contrôle d'accès et puis les mesures de protection que vous estimez pertinentes. Alors typiquement, là, j'ai pas mis le firewalling, c'est des choses qui peuvent arriver. On peut un petit peu tricher sur le modèle, mais vraiment, en fait, c'est-à-dire pas mettre tous les niveaux de sécurité à tous les endroits. En revanche, ce qui va être très important, c'est l'aspect contrôle d'accès, politique de sécurité et donc authentification aussi. Voilà, donc c'est en fait un modèle de sécurité qui parle plus vraiment de périmètre, ou dans lequel on va dire le périmètre de sécurité est le plus restreint, et donc en fait chaque ressource est responsable finalement de sa propre protection. Alors là, encore une fois, c'est deux extrêmes d'un spectre. Et puis on va voir un petit peu dans le détail tout à l'heure, je pense qu'il va y avoir des exemples concrets de pourquoi c'est jamais tout l'un ou tout l'autre. Le niveau Zero Trust, on va dire, c'est ce vers quoi on voudrait tendre si on a une sécurité à l'état de l'art. Le modèle Castle, c'est quand on a un VPN à l'échelle d'une entreprise où il y a
plus de 10 000 collaborateurs, des fois, on voit que ça a des grosses limites. Et il y a souvent des systèmes qui sont entre les deux. Mais Zero Trust reste un modèle, celui vers lequel on veut aller pour un bonne sécurité. Rapidement, je vais faire une passe. Je pense que vous connaissez à peu près ça. Donc là, on est vraiment dans la vulgarisation de la sécurité, mais les abstractions qui vont nous permettre de définir notre sécurité dans le modèle Zero Trust, donc à savoir qui, quoi et comment. Alors qui, en fait, on a des ressources, on en a parlé, ça peut être une base de données, ça peut être un service, ça peut être des clés, ça peut être plein de choses, mais des choses qu'on va vouloir protéger. Les rôles, en fait, les rôles vont associer à peu près une activité ou un type de personne qui va interagir avec notre système. Ensuite, on va avoir des identités. Les identités, ça va être donc ça va représenter souvent soit des personnes physiques, soit des services. On va y associer quelques attributs, typiquement si c'est des personnes, ça va être des emails, des noms, tout ça. Et ces identités, on va leur associer des credentials qui vont permettre en fait de matcher des rôles et d'accéder aux ressources selon le comment, qui est le dernier élément ici que je vous présentais, qui sont les politiques de sécurité. Et donc les politiques de sécurité, dans ce modèle Zero Trust, en fait, c'est des politiques qui sont déclaratives, dans lesquelles, en fait, pour chaque ressource ou groupe de ressources, on va dire à travers les rôles et les identités qui a accès à quelles ressources, et on peut aller dans des degrés de granularité un peu fins avec des politiques de type ACL. Donc, est-ce que telle personne a le droit seulement de lire, d'écrire, de supprimer, de modifier. Et donc, pour écrire ces policies, en fait, alors on y reviendra un petit peu plus tard, mais le principe, c'est de dire par défaut, si la politique ne dit rien, on n'autorise rien, donc on interdit tout, et de manière itérative, on va ouvrir les accès pour permettre à nos identités et à nos rôles d'accéder aux ressources qu'on veut protéger. Et donc, en fait, l'idée, c'est qu'on va mapper sur toutes nos ressources des identités avec des rôles et donc des droits d'accès à travers ces fameuses politiques. Je vais un peu vite, est-ce que ça va? Ouais? Ok. Donc, du coup, on continue. Alors, dernier élément, quand on applique des politiques de sécurité sur un système, il faut un minimum de conditions opérationnelles, on va dire, et de choses à mettre en place. Donc, on va parler d'audit et de log à chaque niveau. Donc, si on veut être sûr que notre système est sécurisé, il faut l'observer et il faut le monitorer. Donc, ça, on le fait à chaque niveau. Et dans des infrastructures qui sont grandes, même à partir de 3-4 services, en fait, l'idée, c'est quand même de faire du tracing. Donc, ce qu'on appelle du tracing, c'est-à-dire quand on passe plusieurs portes d'entrée. Donc, là, on a vu, typiquement, on peut avoir la porte d'entrée du VPN, puis des ressources. Mais des fois, en fait, il y a des architectures qui sont encore plus compliquées. L'idée, c'est quand même de tracer pour une requête donnée le flux, tout simplement, que va parcourir, en fait, une requête au sens métier ou au sens peut-être même autre chose que vous vouliez y associer. Ça peut être géographique, ça peut être plein de choses. Mais de tracer, en fait, le flux d'une requête. Ça, c'est ce qu'on appelait le tracing. Ensuite, centraliser des logs. Déjà pour l'exploitation, parce que si vous avez 500 machines, il faut y avoir les 500 logs, c'est juste pas possible. Et même avec des robots. Et donc pour ça, on a la stack connue ELK, il y en a bien d'autres. Ça, c'est la plus connue. Et ça permet de faire de la corrélation et donc d'exploiter en fait vos logs. Et on le verra plus tard, ça permet aussi de manière itérative de définir et d'améliorer les politiques de sécurité. Mais c'est très important donc d'avoir des logs et des solutions d'audit finalement des politiques de sécurité et aussi de ce qui se passe tout simplement sur les infrastructures. Voilà. Et donc maintenant on en vient à comment on utilise l'outil HashiCorp Vault pour implémenter tout ça. Alors, l'outil HashiCorp Vault, il est conçu autour du principe de Secret Engine. Donc, Sven en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, pour l'instant, on va considérer que ce sont des ressources, au même titre que ce que je vous ai présenté tout à l'heure, qu'on veut protéger. C'est Secret Engine. Comment ça va fonctionner avec Vault pour avoir accès à ces Secret Engine? En fait, on va avoir des policies qu'on va typiquement définir à travers des fichiers HCL. D'ailleurs, on en a peut-être vu tout à l'heure, je sais pas, dans la conversation de Chetin, mais ça ressemble à ça. On va avoir des méthodes d'authentification. Alors, des méthodes d'authentification, il y en a plein dans Vault. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que cet outil est plus à considérer comme finalement un couteau suisse ou une boîte à outils pour implémenter des bonnes pratiques de sécurité.
Donc, quand je parle de méthode d'authentification, ça veut dire que si vous avez, par exemple, un annuaire Active Directory que vous maintenez depuis une dizaine d'années dans votre entreprise, et ben vous allez pouvoir l'utiliser pour faire de l'authentification et donner accès à vos utilisateurs à vous. C'est super bien pour faire de l'intégration sur des systèmes legacy. Et des systèmes d'authentification, il y en a plein. Il y a le SSO, les SSO les plus connus. Ça peut être les principaux cloud providers. Il y a le user mot de passe classique, j'en oublie certainement parce qu'il y en a plein. Mais donc l'idée en fait c'est d'avoir qu'on a des méthodes d'authentification qui vont donc pouvoir nous donner accès à toutes les ressources qu'on va avoir dans Vault. Et en particulier, ça je le note parce que je reviendrai tout à l'heure sur un point de performance peut-être. Une fois que vous êtes authentifié avec Vault, vous allez avoir un token qui en fait est une des méthodes d'authentification, mais qui est la plus légère et la plus performante entre guillemets, et qui est, on va dire, native dans Vault. En particulier, quand vous allez démarrer un serveur Vault, vous allez avoir ce qu'on appelle un root token, qui lui vous permettre de faire, d'avoir les plus hauts privilèges en fait, et qui va vous permettre, à travers les politiques que vous allez définir ensuite, d'avoir des tokens avec des privilèges à moindre. Ces tokens, il y a un truc qui est super important aussi, c'est qu'on leur associe systématiquement des durées de vie, avec évidemment des possibilités pour les rafraîchir. Et notamment, il va y avoir toute une mécanique de rotation de credentials qui va être basée autour des TTL, des tokens. Et en fait, ce qui est assez magique avec cet outil-là, c'est que une fois qu'on a ces simples choses-là, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Petit principe opérationnel, on en a parlé un petit peu tout à l'heure sur comment on déploie du Vault. Donc ça, on va dire que ça va être l'interface un petit peu utilisateur, et là, ça va être plus la partie administrative, opération d'un cluster ou d'un service Vault. Donc, on va avoir des devices d'audit qu'on va pouvoir plugger sur Vault. Donc, ça veut dire que pour récupérer les logs, même au sens, une API vraiment d'audit, c'est un petit peu plus on va dire, complexe des logs qui vont pouvoir être pluggés dans Vault. Et surtout, ce qu'on appelle le backend de stockage. Donc, c'était un petit peu ta question tout à l'heure, il me semble, à savoir Vault, où est-ce qu'il stocke ses secrets. Et donc, alors, il y a une particularité quand même, c'est que on utilise, alors l'algorithme de Shamir, je ne sais pas s'il y a des crypto-junkies comme moi dans la salle, si vous ne connaissez pas, c'est pas grave. L'algorithme de Shamir qui, en fait, permet de construire une clé maîtresse à partir de plusieurs morceaux de clés. Donc ça va permettre notamment de faire en sorte que vous ayez une clé maîtresse qui est utilisée par Vault pour que lui chiffre tout ce qu'il a stocké, et cette clé ne peut être retrouvée qu'à partir de plusieurs morceaux. Et donc plusieurs morceaux, ça veut dire que vous allez pouvoir, au lieu qu'il y ait un administrateur qui ait sa clé à lui et qui puisse déverrouiller le serveur Vault, vous pourrez dire, bah non, il me faut au moins 3 administrateurs parmi les 5 ou 6 que j'ai configurés pour qu'on puisse déverrouiller le backend de Vault. Et donc ces backends-là, en fait, on va pouvoir en mettre plein. Ça peut être du stockage file system classique, c'est pas ce qui est spécialement conseillé. On en a parlé tout à l'heure du service KMS sur AWS, ça peut être une solution, il me semble que c'est celle qui est utilisée dans SquareScale notamment. Et puis après, si vous voulez des choses super sécurisées, type des HSM, donc c'est des devices sécurisés, typiquement utilisés chez les autorités de certification ou chez les banques. À ce moment-là, vous prenez la version Enterprise de Vault et vous appelez Chitin ou un de ses collègues et il vous aidera à mettre ça en place. Ça va, j'ai bon? Cool. Donc voilà un petit peu pour décrire un petit peu le périmètre de Vault et comment en fait on présente cet outil-là. Je vais aller dans le détail des Secret Engine après, mais est-ce que c'est bon ou est-ce que vous avez des questions à peu près ça va à ce niveau-là, on est bien, c'est clair. Alors la partie qui est intéressante, enfin tous les aspects de Vault sont intéressants, mais vraiment la partie qu'on utilise, c'est les Secret Engine. Alors, une première famille de Secret Engine, c'est les Cloud Provider Credentials. Donc, typiquement, on va prendre l'exemple de SquareScale. SquareScale, si vous voulez déployer des composants sur un Cloud Provider,
eh ben, en fait, vous allez utiliser des credentials, enfin, à travers Vault, en fait, SquareScale, qui aura des credentials, on va dire, d'un niveau administratif fort, va générer des credentials qui, eux, n'auront que les droits nécessaires pour déployer les ressources que vous avez demandées. Donc, typiquement, vous voulez déployer une base de données, on va générer, grâce à Vault, des credentials AWS qui ne permettent que d'accéder au service de déploiement de la base de données, avec les droits qui vont bien, et un time to live qui va bien. C'est-à-dire, si vous estimez que il faut 1 heure grand max pour déployer votre base de données, sinon vous déclarez que l'opération a échoué et vous faites un rollback, ben vous pouvez avoir un credential, ce qui permet de déployer une base de données pendant 1 heure. Donc en fait, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir des politiques de sécurité assez fines, et notamment limitées dans le temps, ce qui est super intéressant d'un point de vue sécurité. Et donc, il y a tout un tas de cloud providers qui sont supportés par Vault. Donc là, moi, je mis Azure, AWS, GCP, c'est ceux que je connais. Il y en a d'autres. Je vous renvoie sur la doc de Vault si vous voulez une liste un peu plus exhaustive. Il y a un autre Secret Engine que moi j'aime beaucoup, alors du coup j'ai même été regarder le code de comment c'était foutu, puisque quand je l'ai mis en place chez un client, j'ai trouvé ça finalement assez simple. C'est le Database Engine. Mais en fait, ce Database Engine, il est génial parce qu'il va déverrouiller des scénarios qui apportent vraiment beaucoup de sécurité. Donc, je vais vous prendre un exemple. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui utilisent, on va dire, Kubernetes. Ouais, non, je suis plus en groupe. Alors, Nomad. Dans la réalité, les gens utilisent Kubernetes. Et qui, du coup, font mal de la sécurité. Je vais vous expliquer pourquoi. Ils vont déployer un cluster de base de données, avec, on va dire, une quinzaine de microservices qui ont le droit d'accéder à cette base de données. Une quinzaine de microservices qui ont 3, 4, 5, 10 instances chacun. Quand on va déployer tout ça, on va devoir définir dans notre base de données des credentials pour que nos services puissent accéder à cette base de données. Généralement, ce qui est fait, c'est que on va créer un compte de service. Ce compte de service, quand on met les credentials dans le Secret Engine de Kubernetes, qui est juste un simple clé-valeur un peu protégé, on est déjà content. Sauf que on va avoir tous nos services, donc les 15 différents, plus si on multiplie par les instances, des fois on a 500 instances de services, qui vont tous se partager la même clé et le même compte de service pour accéder à la base de données. C'est pas terrible, parce que en plus, quand on a ce type de scénario, généralement on met pas à jour les 500 instances de services en même temps, on essaie de faire un peu de running update, ce qui fait qu'on est piégé parce qu'on peut pas faire de la rotation de credentials, ce qui fait que en fait notre mot de passe de compte de service, il va vivre plusieurs années. Du point de vue sécurité, c'est pas terrible. Et donc ce que propose Vault en fait pour corriger ce problème, c'est tout simplement de générer pour vous sur les bases de données les plus connues, donc Postgre, Oracle, Mongo, Elasticsearch, je pense qu'on peut le faire sur d'autres aussi, des credentials à la volée pour vos services. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez donner à Vault des credentials de niveau administrateur sur votre base de données. Lui, il va les garder bien sécurisés. Et il va être capable, en fonction des rôles que vous attribuez à vos services, de générer pour chaque instance de vos services, et même pas pour chaque service, mais pour chaque instance, des credentials différents. Et en plus de ça, il va être capable de les distribuer à la demande. Donc, c'est-à-dire, votre service veut accéder à la base de données, en fait, il va demander à Vault, donne-moi des credentials. Et si on fait bien notre code, ça va permettre d'avoir une rotation de credentials qui est hyper rapide. Donc, ça veut dire que, typiquement, ce qu'on va pouvoir faire, si on définit bien les policies et qu'on fait bien notre code, on va pouvoir avoir des utilisateurs et des mots de passe dans la base de données pour nos services qui changent tous les jours, si on veut. Donc, on va, ce Secret Engine, moi, j'adore parce que, en fait, il apporte vraiment beaucoup de sécurité et à implémenter, il n'est pas compliqué. Moi, typiquement, chez un client qui voulait faire une migration de SQL Server vers Postgre pour des raisons stratégiques, on a utilisé Vault parce qu'en fait, ils utilisaient Active Directory, qui est une solution de Microsoft qui permet nativement de faire de l'authentification sur SQL Server. Ils ne savaient pas comment se débrouiller pour passer à l'échelle de cette authentification automatique. En fait, on est passé par Vault et en 2 jours, le truc il était déverrouillé. Donc, super puissant. Un autre Secret Engine, c'est le key value en fait. Alors ça paraît très bête, mais en fait c'est juste ce qu'on appelle le Secret Engine, le
secret place dans Kubernetes. Hein. En fait, c'est vous avez une valeur, c'est mon mot de passe de machin, et puis en fait vous mettez tout simplement, donc vous avez une clé, pardon, vous mettez la valeur dedans, et les personnes que vous avez autorisées, en fonction des politiques et s'ils ont un token qui n'a pas expiré, peuvent aller chercher ce secret-là et vous pouvez les partager comme ça. On peut faire pas mal de choses avec ça. Il y a Transit Engine aussi, qui est un cas assez particulier dont je voulais vous parler. Transit, ça permet de faire ce qu'on appelle du chiffrement as a service. Okay. As a service. En fait, tout simplement, vous allez vouloir chiffrer une donnée. Vous allez l'envoyer à Vault. C'est-à-dire, je suis le service A, j'ai le droit de chiffrer une donnée, je l'envoie à Vault. Le service B, lui, dans vos policies, a été déclaré comme ayant le droit de déchiffrer cette donnée. Il va récupérer une donnée chiffrée, il va aller voir Vault, il va dire, moi, je suis service B, déchiffre-moi cette donnée. Pourquoi c'est intéressant? Parce que les clés de chiffrement, c'est Vault qui les gère. Et il les gère de façon automatique, c'est-à-dire que si vous voulez faire de la rotation de clés et avoir plusieurs générations de versions de clés, en fait, Vault va pouvoir le faire pour vous. Chose qui est assez pénible et qu'on fait rarement correctement. Alors après, peut se poser la question de savoir est-ce que ça coûte pas trop cher quand je vais donner chiffrer mes données, les envoyer à Vault. Alors là, ça va être dans l'architecture de votre application qu'il va falloir être un petit peu malin. Typiquement, si vous voulez utiliser ça pour chiffrer des mots de passe, ça peut être une idée. Vous allez générer une clé de session pour éviter qu'à chaque fois que l'on vienne vous demander un mot de passe, vous redemandez à Vault. Si vous chiffrez des données un peu volumineuses, vous allez vous assurer d'avoir un cluster qui tient la charge. Mais pour la petite histoire, moi, j'ai déjà utilisé ça pour chiffrer des bons porteurs, donc des chèques cadeaux sur un service qui permet d'acheter en ligne des bons cadeaux, et ça passe quand même bien les chaînes. Avant de faire transpirer un cluster Vault, on peut commencer à envoyer de la donnée. Et j'avoue que un de mes objectifs dans la vie, c'est de faire un benchmark de ce Secret Engine. J'en ai discuté avec une développeuse de Vault de chez vous qui m'a dit qu'on n'avait pas fait ça encore. Donc, faut le faire un jour. Ça va être intéressant. Alors, il y a plein de Secret Engine dont je peux pas vous parler aujourd'hui parce que sinon on va finir très très tard. Donc, je vous inviterai à aller voir sur le site de Vault tout ce qu'il y a. Il y en a un dernier qui est super important, c'est que Vault en fait, il a une PKI intégrée et donc il peut vous servir. Donc PKI, Public Key Infrastructure, c'est donc un système qui va vous permettre de gérer notamment vos propres certificats. Et si vous faites du TLS, typiquement, ça va vous permettre de gérer toute votre chaîne de certification. Et ça, c'est super intéressant parce que avec les autres outils d'HashiCorp en plus, notamment Consul, Nomad, tout ça, on va pouvoir automatiser des choses. Et c'est ça qui va nous permettre d'avoir une vraie infrastructure Zero Trust, notamment, j'y reviendrai tout à l'heure, une infrastructure où tous les petits microservices que vous avez dans votre infrastructure se parlent à travers des canaux chiffrés et savent s'authentifier les uns les autres. Ça, je l'ai pas vu souvent. Donc, rapidement, comment on fait du coup, si on veut bootstrapper une infra Zero Trust avec Vault, on va commencer par notre cérémonie de clés. Donc, on va définir les fameuses clés avec la grille de Shamir qui vont permettre de déverrouiller ce qu'on appelle unsealed en termes de Vault. Donc, j'aime pas trop le dire en français, mais c'est décèlement. Ouais, déceler, c'est plus joli unsealed. Voilà. Et donc, ça va nous permettre de démarrer notre chaîne de confiance et donc d'activer notre PKI, de générer tous nos certificats, notamment pour toutes nos ressources. Ensuite, de définir nos politiques d'accès, comme on l'a vu tout à l'heure, pour des cas d'usage vraiment très variés et hétérogènes, grâce au Secret Engine. Rapidement, quelques use cases un peu génériques qu'on va pouvoir adresser grâce, on va dire, au principe Zero Trust et notamment grâce à Vault. Donc, application de microservices massivement distribuée. Si vous utilisez un outil tel que Vault, vous allez pouvoir automatiser beaucoup de choses et notamment l'attribution aux instances de politique de sécurité. On l'a vu tout à l'heure, vous allez pouvoir gérer des choses comme les secrets de vos bases de données de manière automatisée, de manière fine, avec de la révocation
qui va être géré par Vault pour vous, la révocation de secret. Donc ça va être super intéressant pour passer à l'échelle. Vous allez pouvoir gérer aussi des scopes de sécurité hétérogènes, donc c'est-à-dire des niveaux de politique de sécurité différents tout simplement en fonction des zones de sécurité que vous avez dans votre infrastructure. Vous allez pouvoir gérer des environnements qui sont non sûrs, donc c'est-à-dire vous allez pouvoir faire de l'authentification forte à chaque niveau, et notamment grâce à tous les mécanismes d'authentification qui sont implémentés comme plugin dans Vault, vous allez pouvoir multiplier le système d'authentification, faire de l'Active Directory d'un côté, faire du SSO de l'autre, et vous allez pouvoir rejoindre en fait ces choses. Donc ça, c'est super intéressant pour travailler dans des environnements hétérogènes, bien sûr. Un truc super, c'est que ça permet d'automatiser à l'échelle le cycle de vie de vos secrets et de pouvoir faire de la répudiation de secrets. Si vous dites, bah là, le service machin, il y a un truc chelou, il y a peut-être un dev qui a fait une connerie, ça n'a pas l'air super sécurisé, bah, en fait, vous éditez la politique de sécurité, hop, c'est fini. Il n'a plus accès à rien. Tout est propagé rapidement. Et donc, si on pousse à l'extrême, on peut aussi gérer une flotte d'objets IoT, la visibilité, est-ce que cet objet est accessible, visible par un tel. Alors après, là, on va repartir sur l'intégration de tous les services HashiCorp, notamment avec Consul, notamment avec Terraform aussi, pourquoi pas. Et un super produit HashiCorp. Pardon? Non. Pour faire du Edge. Salut. Bonne merci. Voilà. Et donc, oui, donc un service HashiCorp qui est assez récent, je crois que ça fait 2 ans, hein, Bonne que ça existe, qui du coup va être la brique spécialisée que je vous invite à aller voir si vous connaissez pas et que ce sujet vous intéresse, qui va permettre justement au niveau ce qu'on appelle Edge Computing, c'est-à-dire vraiment en bout de chaîne d'Internet et des devices qui peuvent être déconnectés, nombreux, déconnectés, reconnectés, de faire du contrôle d'accès et d'appliquer des politiques de sécurité type 0. Voilà. Il y a quelques limitations dans cette approche. C'est super important quand on découvre des nouvelles technologies, des nouvelles pratiques, de connaître les limitations. Bah, en fait, c'est quand on a une infrastructure qui est riche et que donc on veut gérer à grain fin la sécurité à travers une méthodologie de type Zero Trust, eh ben, il va falloir les écrire, ces policiers. Et ça, c'est la partie qui va être un peu compliquée. Donc là, en fait, il y a 2 grandes écoles. Soit l'approche empirique, c'est-à-dire bah, on laisse ouvert, on observe, et puis en fonction de ce qu'on voit, eh ben, on va restreindre un petit peu, et en fonction de ce qu'on apprend, on va rajouter des politiques de sécurité. Et il y a l'approche théorique qui dit, ben, on va tout spécifier, donc la fameuse matrice de flux, hein, ça fait un peu penser à ça, le fichier Excel dont parlait Cécile tout à l'heure, où on dit, ben, on va théoriser le truc. Alors c'est une approche un peu plus protective, hein, bien sûr. On va tout spécifier et ensuite on va l'implémenter. Alors ça peut être assez long d'ailleurs. Cécile en a parlé tout à l'heure, parce qu'il faut vraiment faire le tour, savoir ce qu'on fait, et ensuite aller implémenter. Évidemment, on peut faire un peu des deux, c'est-à-dire on essaie de grossir un périmètre, et grâce notamment à l'audit et l'observabilité dont j'ai parlé tout à l'heure, eh ben on regarde notre système. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on comprend ce qui se passe? Ah, si on comprend pas, on regarde un petit peu plus et puis on essaie d'affiner les politiques de sécurité. Des fois, même un truc typique, c'est il y a des choses on ne sait pas trop s'il faut les autoriser ou pas parce qu'on voit passer des choses auxquelles on n'avait pas pensé, on interdit et puis on attend de voir s'il y a quelqu'un qui gueule. Une technique approuvée par des générations entières de systèmes. Voilà. Et donc, après, il faut bootstrapper le système, comme on disait, mettre en place surtout une chaîne d'audit et de traçabilité, c'est super important. Et grâce à ça, vous allez pouvoir approvisionner, affiner vos politiques de sécurité grâce à une boucle de type continuous. Voilà. On arrive à la fin. Et donc, je vous ai tout résumé sur un seul slide. Donc, si vous dormez jusqu'à maintenant, là, c'est le dernier effort de concentration. Alors, la sécurité, c'est une problématique difficile, surtout quand on passe à l'échelle avec des environnements hétérogènes. Ça devient de plus en plus compliqué. Ça reste malgré tout obligatoire, parce qu'aujourd'hui, toute l'industrie du numérique est quand même basée sur de la sécurité. On le sait, il y a beaucoup d'attaques, les ransomware, tout ça. La cyberguerre même maintenant, qui commence à se dessiner un petit peu.
Donc la sécurité, c'est obligatoire. Il faut en avoir. Okay. Principe de base, trace, audit, respond, plan, do, act. Ça commence pas à la même étape, mais en gros, voilà. Vous regardez ce qui se passe, vous comprenez, vous affinez. Et surtout, il y a des super outils sur le marché pour vous aider. Donc, utilisez-les. Dernier conseil, ne faites confiance à personne. Voilà. C'est tout pour moi, je vous remercie. Quels outils tu conseillerais pour la partie audit et traçabilité en parallèle justement de Vault Alors, c'est une bonne question et ça va dépendre, je pense, de revenir. Ça va dépendre en fait du contexte dans lequel tu travailles. Donc, audit device dans des environnements cloud native, ça va être typiquement tu vas coupler une stack ELK, pardon. Et SIEM, ouais. Ah, ça c'est le vocabulaire que je connais pas, mais le vocabulaire de SIEM, c'est système. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Exactement. Non, mais je l'avais celui-là. Ok. Alors, moi, je dirais en fait, c'est souvent une stack ELK, et puis après, tu peux coupler ça avec des séries temporelles, avec Prometheus, tout ça, si tu veux. Il y a plein de choses à faire. Ouais, Security Information and Event Management. Et en fait, alors, je t'avoue, je les connais pas tous, mais l'idée, c'est de plugger, en fait, celui que ta DSI va utiliser. Et notamment, je pense, dans le cadre des banques, il va y avoir des trucs qui sont un petit peu plus sécurisés que ce qu'on met sur des sites e-commerce, quoi. Je sais pas si c'est ça que c'est. Ah oui, je pense que tu vas dans les Fortinet et compagnie. Ils vont... Ok. Merci. Autre question? Sinon, ça peut être autour d'un verre, d'un morceau à manger juste après. Eh ben, merci à vous.